En vidéo là? Ouais, en direct. Dis-moi, j'arrive jamais à le retenir l'orthographe. Je peux pas t'aider. Barnabas. Ouais, c'est trop bien. C'est pas. Je sais pas. Tout simplement parce que c'est connu. Excuse-moi d'avoir dérangé. Bonjour à tous, pour ceux qui n'ont pas pu venir forcément, on est à Bastia. On est sur la place Saint-Nicolas Bastia, on va assister au témoignage du docteur je cherche son nom, Denis Agret, voilà, pour les chiffres officiels des dommages après le vaccin. J'ai pas plus d'informations pour le moment. Plusieurs dates sont prévues, peut-être 6 ou 7, couvrant à peu près toute la région. On aura Ajaccio, on aura Ghisonacci, on aura Porto Vecchio. Je vous donnerai toutes les infos au fil du temps. Le docteur ayant déjà eu des petits soucis par rapport aux révélations qu'il a à nous faire. Merci. Donc on aura le direct qui sera rediffusé par la télévision. J'ai pas tellement d'informations. En tout cas, on a des journalistes avec nous. On aura une vidéo de bonne qualité. Voilà ici le réalisateur Pierre Barneriès avec Anita. Alors je serai quant à moi à Ajaccio de passage dimanche. Si toutefois on peut se rencontrer avec certaines personnes, dont quelques-uns de mes amis, n'est-ce pas? Ce sera probablement possible en milieu d'après-midi dimanche. Voilà. C'est noté, Doumé, hein. J'ai lu, hein. Voilà, on a Miko ici. Et maintenant, même dans l'opposition, on n'a plus personne d'anti-européen ou de l'eurosceptique. À partir de là, toi, tu sais quoi, tu es plutôt confiant. Salut Jeff, salut Roméo. Moi, je suis super confiant. En réalité, voilà, je vais être très bref et je vais arrêter dans le... Non, mais moi c'est vrai, je suis très confiant et au contraire, je voudrais vraiment être contagieux, mais de cette confiance pour toutes les personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes à la fin d'un monde qui meurt, effectivement, mais aussi à la naissance d'un nouveau monde. Et je pense qu'il y a des femmes qui nous regardent, et celles qui sont mères, ils savent à quel point un accouchement peut mettre quelque chose au monde, un enfant est douloureux. Alors imaginez-vous, vous mettre un nouveau monde. Mettre un nouveau monde au monde. Non, mais c'est sérieux, parce que voilà, on est obligé de passer par d'énormes souffrances, mais le résultat, à la fin, ce qui va en ressortir, au contraire, c'est extrêmement merveilleux. Et c'est là où je suis optimiste et très confiant. J'ai confiance.
aux êtres humains. Je fais confiance aux êtres humains. Tu seras présent demain à la manif qui va se faire. Oui, je serai présent. Salut à tout le monde, je vous dis à très très vite. Gros bisous. Et en live dans pas longtemps. Oui. Et que la paix soit sur vous tous, les amis. Merci pour ta participation. Merci Miko. Ça va alors? On est en direct sur le groupe. Salut le groupe. Replay alors. On se connaît, non? Je sais pas, deux. Après Bastien, ouais. Je sais plus que je connais. Voilà. La sono est une petite sono personnelle, donc soyez gens. Il y a des petites ruptures de son apparemment. Donc il faut vraiment tenir le micro comme ça. Oui, bonsoir à tous. Je ne vais pas tenir le micro longtemps. Je suis juste là pour faire mon métier de journaliste. Donc je fais une enquête sur un film qui va sortir le plus rapidement possible, qui va s'appeler Hold On. Hold On, ça veut dire tenez bon ou accrochez-vous. Donc il y a deux significations. Donc si vous avez dans vos familles, dans vos proches, des personnes qui ont été victimes de près ou de loin du vaccin, ben, n'hésitez pas à venir me voir, vraiment. Voilà, donc c'est juste un appel. Je serai à Ajaccio demain, à partir de demain ou après-demain, et je rentre sur le continent mercredi prochain. Donc n'hésitez pas à faire passer, voilà, entre vous toute information, témoignages bien sûr de personnes qui auraient été victimes du vaccin et surtout des jeunes. Voilà, je cherche des témoignages de jeunes qui se sont fait vacciner et qui pourraient parler. Et surtout parler à visage découvert, pas parler derrière un masque. Voilà. Je laisse la parole à Denis, en tout cas. Vous avez sur le groupe, dans la rubrique annonces, il faut les faire défiler les annonces. Je la remettrai en avant après la manif de demain. Bonsoir tout le monde. Vous avez la possibilité de vous exprimer au niveau des témoignages. Venez là, au bord. Voilà. Non, mais en fait, l'identité, vous allez voir, ça ne fait pas la même du tout, la même énergie. Venez là, voilà, n'ayez pas peur. Et parce que, vous voyez, on se sent moins seul déjà, et vous allez voir que même vous, ça va vous faire autre chose. Et vous m'entendrez mieux. Donc d'abord, merci à ceux qui ont organisé ça, de m'accueillir. Je suis ravi d'être là en Corse. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Je suis déjà venu plein de fois. Il y a plus de 20 ans, j'ai fait le GR20. Et en fait, au mois de juin, il y avait Carlo Brusa qui était venu une fois, un jour. Et puis, c'était un peu short pour venir. Et puis l'autre jour, j'ai rebondi dans une discussion. Et j'ai dit, bon, je vais venir une semaine, 10 jours. Donc, je fais un petit tour de vélo pour aussi montrer qu'on peut être en bonne santé et qu'on peut voyager simplement. Donc je suis arrivé hier matin à Île-Rousse et aujourd'hui je suis là. Demain je vais descendre à l'Aria mais il n'y avait pas trop de monde pour prendre la parole, donc on va m'amener à Ajaccio. Dimanche soir je suis à Solenzara, après Bonifacio. Non, je crois qu'il y a Porto Vecchio avant, Bonifacio et Propriano, et le 29 de nouveau on fait une prise de parole à Ajaccio. Donc je me présente. Je ne sais pas s'il y a des médias, parce qu'a priori on m'a dit qu'il y avait peut-être des journalistes. Alors je vous montre un petit truc parce qu'ils ont une grande facilité à dire que je suis un pseudo-médecin, que je ne sais quoi. Donc là il y a écrit carte d'inscription à l'ordre des médecins 2021. Voilà, si vous voulez la remontrer. Et puis là il y a ma petite tête. Et là il y a mon petit nom, Denis Agré. Voilà. Donc, comme ça, c'est fait. La première feuille, c'est Checké. Voilà. Et donc, je vais me présenter rapidement pour que vous fassiez une idée, pour ceux qui ne me connaissent pas, de mon parcours médical.
Donc moi j'ai fait les études de médecine à Montpellier en 1993, donc j'ai passé ma première année. J'étais plutôt bien classé. Et puis j'ai passé le concours d'internat en 2001. J'étais reçu en santé publique. Donc j'ai fait 1 an et demi de santé publique à Paris. Donc la santé publique, c'est une spécialité qui est très peu connue dans la société, même dans la médecine. C'est une spécialité qui concerne beaucoup l'épidémiologie, la recherche clinique, et aussi la sociologie, et aussi l'économie de la santé, et aussi l'éducation pour la santé, le management des hôpitaux. C'est très, très diversifié, on fait de la socio, et ça m'a apporté énormément comme connaissance, et j'ai fait aussi de la recherche clinique pour le développement des médicaments en phase 2. Et après, au bout d'1 an et demi, j'étais dans une unité INSERM à Paris. J'ai fait le choix de retourner sur la médecine générale, et de 2003 à 2006, j'étais aux urgences de Perpignan, puisque j'étais à l'hôpital de Perpignan, et j'ai fait tout mon possible pour devenir urgentiste. J'ai fait un stage en réanimation, enfin, vraiment, j'avais très envie d'être urgentiste, et j'ai été thésé en 2006 à Montpellier, en médecine générale. Et après 2006, j'ai attaqué comme urgentiste en plein à Alès, et puis pendant 1 an et demi à Aubenas, et puis pendant 10 ans à l'hôpital de Gap, dans les Hautes-Alpes. Et à Gap, je faisais aussi un autre métier qui est très peu connu, et aussi dans le corps médical qui n'est pas très connu. Ça s'appelle le département d'information médicale. Et en fait, tous les patients qui sont hospitalisés dans les hôpitaux publics et privés, depuis 2008, il y a eu quelque chose qui est plus connu sous l'acronyme T2A, la tarification à l'activité, qui consiste à ce que dès qu'il y a un patient qui est hospitalisé, on code les diagnostics qu'il a eu, les maladies qu'il a eues pendant l'hospitalisation, avec une classification internationale qui s'appelle la classification internationale des maladies, la CIM-10, qui est développée par l'OMS et qui recense à peu près 18 000 codes de maladies. Donc il y a toutes les bactéries qui sont classifiées, les champignons, les parasites, après il y a les maladies hématologiques, la cardiologie, enfin il y a toutes les spécialités, les infarctus, les appendicites, ainsi de suite. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui est hospitalisé, on code s'il a une appendicite, s'il a une infection urinaire, tel germe, si c'est un pneumocoque ou un Escherichia coli, ainsi de suite. Je vous raconte ça parce que c'est très important à comprendre dans ce qu'on vit aujourd'hui. C'est que donc toutes ces données, tous les mois, tous les hôpitaux de France et de Navarre, publics et privés, que ce soit le court séjour ou le moyen séjour, les centres de rééducation, ils envoient leur base de données tous les mois à l'assurance maladie. Et donc ça constitue une base de données nationale de santé. Et aussi la CIM-10 elle évolue, et donc dès qu'il y a des nouvelles maladies, l'OMS rajoute des nouveaux codes. Quand il y a eu le Zika, qui est presque une histoire ancienne et disparu, ils ont rajouté des codes. Et quand il y a eu le Corona, ils ont déjà rajouté 4 codes, même je crois 5, et ils ont aussi rajouté un code pour coder les patients qui ont été vaccinés et qui pourraient avoir des maladies secondaires à ces vaccins, du moins dans la temporalité, vu qu'on n'a pas encore un gouvernement qui reconnaît tout ça. Donc voilà pour le parcours. Donc en 2018, je faisais encore, de 2008 à 2018, j'étais à Gap, médecin d'IM et médecin d'urgence. Et en 2018, j'ai quitté l'hôpital de Gap et je suis rentré dans une fondation qui s'appelle Partage et Vie, qui avant s'appelait la Fondation Caisse d'Épargne. Moi j'ai été recruté au niveau du siège qui est à Montrouge à Paris, comme médecin d'IM, pour m'occuper du suivi d'activité des centres de rééducation. Et à la fondation, en plus des 4 centres de rééducation que je gérais, il y a 83 maisons de retraite et aussi des maisons d'handicapés qui gèrent. Et ça a été extrêmement important dans ma compréhension de ce qui se passe avec le Corona. Donc j'ai travaillé à la fondation, et puis je vous raconte vite fait, mars 2020, on nous annonce cette fameuse épidémie, on nous confine. Au mois d'avril 2020, ils appelaient tous les médecins à venir renforcer les services d'urgence. En fait,
J'avais des collègues aux urgences d'Ajaccio et donc en avril 2020, je suis venu bosser aux urgences d'Ajaccio pendant 2 semaines et aussi pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur parce que j'avais besoin d'être sur le terrain. Et quand je suis venu bosser à Ajaccio, déjà il y avait 3 fois moins de patients que d'habitude. À peu près, ils voyaient 120-140 patients par 24 heures. En avril 2020, on voyait 40 patients par 24 heures, donc c'était plutôt agréable. On a été très bien logés et il y a plein de Corses qui nous ont amené des très bonnes choses à manger. Et je les remercie encore et c'était des conditions de remplacement comme j'avais jamais vu et jamais vécu. Donc c'était très cool, on va dire. Et on était disponible pour les patients. Les choses les plus graves que j'ai vues, c'est un homme de 45 ans. Et tout ça, ça questionne la santé individuelle et collective. Un homme de 45 ans, tabagique et obèse, qui a fait un AVC complet, paralysé à gauche. Un monsieur de 50 ans qui a fait un infarctus coronaire droite, fumeur. Et l'autre chose qu'on a vu, c'est des personnes âgées qui faisaient des pnéumopathies bactériennes, possiblement secondaires au virus, et pour lesquelles, depuis toujours, les personnes âgées qui ont des, comme on dit, des comorbidités, beaucoup de maladies, et des fois on a, pour vous donner juste un exemple, il y avait un patient, il était gravataire, il était dément, il était diabétique, il avait une amputation, et donc mais ce patient il était fébrile, il avait une pneumopathie. Les recommandations de la médecine, c'est quoi? C'est on donne un traitement antibiotique et un peu d'oxygène et on hospitalise en médecine. Les patients qui sont dans ces états cliniques, à 99%, les réanimateurs les admettent pas en réanimation. Et malheureusement, ce patient est décédé. Et ça, c'est ce que moi j'ai vécu dans la médecine depuis des années. C'est-à-dire que les personnes âgées, c'est normal, qui ont des maladies, c'est le circuit de la vie, c'est le fil de la vie. Après, au mois de mai 2020, je suis rentré. Un jour, j'ai écrit un truc, ça m'a pété, comme on dit. J'ai écrit un truc qui s'appelle Au nom de la peur, que vous trouverez encore en tapant Denis Agré Au nom de la peur dans Google. Ça faisait à peu près 3 pages. Et en fait, j'ai été vraiment très étonné du retour des gens qui m'ont vraiment témoigné beaucoup de retours, d'encouragement. Et puis ça les confortait dans leur idée que ce qui se passait, c'était pas rationnel. Voilà. Après, il y a l'été qui est passé. Et puis, au 15 août, moi j'étais sur l'Atlantique et puis j'étais avec mes enfants. Et puis d'un seul coup... moi j'appelle ça un gros délire, un délire sociétal. Il y a une annonce qui dit à tout le monde mettez des masques. Et moi je suis stupéfait d'avoir vu autant de changements de comportement aussi subis. Et du coup en quelques jours, la France entière s'est mise à porter des masques. Et aussi, alors moi je dis que c'est des très bons élèves, c'est des gens qui font très bien leur travail, des commerçants, des directeurs qui se sont mis tous à appliquer la loi et à être... moi je dis à être confortés dans leur petit pouvoir et à devenir des petits chefs encore plus forts. Et ça, moi je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de tolérance à dire aux gens si tu veux le mettre tu le mets, si tu veux pas le mettre tu le mets pas. Et on respecte les choix des uns et des autres. Et cette obligation, vous voyez, elle a déjà commencé avec les masques. Et pour moi, elle n'est pas respectueuse des gens parce qu'on n'a pas obligé quelqu'un à faire quelque chose, quelles que soient les choses qu'on peut vivre dans la société. Voilà. Et moi à Montpellier, je suis rentré début septembre, il y avait des magnifiques panneaux que vraiment je qualifie de propagande, où on avait des soignants avec des masques en photo et où il y avait écrit merci de partout. Et en plus on nous avait écrit les masques c'est pour 15 jours. Bon, ça a duré un peu plus que 15 jours. Voilà. Et novembre 2020, on a eu beaucoup sur les réseaux sociaux les comparaisons de mortalité sur 5 ans des chiffres de l'INSEE. Et là, je me suis dit, pourquoi on ne regarde pas nos chiffres de mortalité sur les 83 EHPAD? On a 10 000 résidents à la Fondation. Et du coup, je demande à mes informaticiens de me sortir les chiffres de mortalité pour comparer 2019 à 2020. Et je leur demande surtout de me sortir la mortalité par classe d'âge tous les 5 ans, c'est-à-dire 75 ans, 80, 85 ans, 90 ans, 95 ans, 100 ans. Parce que dans Santé publique France, les données de mortalité du Covid, elles sont affichées que jusqu'à 75 ans et plus. Et après 75 ans, il n'y a pas de détails.
Et donc quand mes informaticiens me sortent ces beaux fichiers Excel, qu'est-ce que je vois? Qu'en 2019, il y a quasiment plus de 30% des décès qui sont chez les 90-95 ans, et en 2020, la même proportion. Et aussi, en 2020, les 75, les 80, les 85 ans, les proportions n'ont pas augmenté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, plus on vieillit, plus on meurt, et ça c'est la loi de la nature, et c'est une vérité de la palisse, et elle est là, et en 2020 elle n'est pas remise en cause. Et donc là je me dis, il faut que j'aille voir mon directeur pour en parler, à travers une institution, puisque c'est une fondation d'intérêt public, d'utilité publique, et donc ça me paraît pertinent d'en parler à travers la fondation, et que aussi, puisque les 83 EHPAD et les 10 000 résidents qu'on a, ça représente un peu plus de 1% du parc des EHPAD, puisqu'en France il y a 7200 EHPAD. Et moi j'ai considéré ce 1% que, en fait, vous regarderez si vous avez le temps et si vous avez envie, il y a une carte de répartition des EHPAD de la fondation qui sont répartis vraiment de manière aléatoire sur toute la métropole. Il y en a au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et vous voyez, ça c'est mes connaissances de santé publique. Et vous avez tous entendu parler des sondages. Et en fait, moi j'ai considéré qu'en fait c'est 1% d'EHPAD. C'était un échantillon représentatif aléatoire de ce qui se passait dans les autres EHPAD. Et donc j'ai décidé d'aller voir mon directeur, je lui ai envoyé les chiffres et je lui ai demandé un rendez-vous. Il a un peu tardé et puis il m'a dit ok, tu peux monter le 2 décembre, on va se voir et tout. Et en fait c'était complètement hallucinant parce que dès la première minute de l'entretien, il m'a dit Denis, on est très embêtés, on va mettre fin à notre collaboration, donc en gros on va te virer. Et la minute d'après il m'a dit on connaît les chiffres et on n'en parlera pas. Donc c'est comme ça que, on va dire, mon histoire avec la fondation s'est arrêtée. Pour moi c'est un licenciement abusif et un jour ça sera reconnu, j'en suis plus que persuadé. Et si vous voulez, du coup je me suis dit que vraiment c'était pas ok. Donc j'ai pris mon téléphone et par exemple j'ai appelé un monsieur qui s'appelle Didier Armingo, que vous pouvez aller regarder, c'est directeur médical Corian Europe. Et Corian c'est le plus gros groupe d'EHPAD en France et aussi en Europe, parce que comme je dis, ils n'en ont pas assez, ils vont en acheter aussi dans les pays à côté de la France. Et donc il y a 4 très gros groupes financiers d'EHPAD en France. Il y a Corian, Domusvie, Colisée et Orpea. Et ces 4 groupes, ils représentent à peu près plus de 20% du parc des EHPAD. C'est des chiffres d'affaires énormes. Et il faut comprendre, peut-être que vous ne savez pas, mais je pense qu'il y a bon nombre de gens qui le savent, c'est qu'en fait, les EHPAD, depuis des années, ils sont adossés à des fonds de pension qui ont des taux de rentabilité très fixes, qui sont au-dessus de 8% par an. Et vous savez, il y a eu en janvier 2018 énormément de grèves dans les EHPAD pour demander plus de personnel, notamment. Et ça, ils ne veulent pas, parce que si mathématiquement, ils embauchent 2 fois plus d'aides-soignants ou 2 fois plus d'infirmiers, ben, leur rentabilité elle va être diminuée de moitié. Et pourtant c'est bien ça dont on a besoin, c'est d'avoir des humains dans les hôpitaux et dans les institutions publiques et dans les EHPAD. Donc voilà, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ben, en fait c'est pas normal. Et du coup je suis allé encore plus lire les rapports de Santé publique France qui parlent des chiffres de mortalité du Covid. Pour vous faire très simple, en fait, les chiffres de mortalité du Covid, ils ne sont pas du tout publiés à partir notamment de la base nationale de santé dont je vous ai parlé. On a tous les codes référencés, notamment de comorbidité des patients, et où on peut attribuer un décès s'il y a plusieurs causes, dont le Covid. Et si vous avez un patient qui est coronarien, diabétique, qu'il a plus de 75 ans et qu'il a été testé positif, et ben, statistiquement, on peut faire vraiment de l'analyse multivariée. C'est du boulot de statisticien, de chercheur, et on peut très bien attribuer la mort à l'infarctus ou au tabac ou à d'autres causes que simplement au Covid. Et en fait, dans Santé publique France, il faut comprendre que les chiffres de mortalité, les fameux 100 000, ils ont été publiés qu'à partir du dépouillement des certificats de décès, et surtout qu'à partir du dépouillement des certificats de décès électroniques, puisque
dans l'histoire, jusqu'à maintenant, c'était énormément des certificats de décès papier. Et avec cette histoire de Covid, ils ont vraiment poussé à ce que les médecins déclarent des certificats de décès électroniques. Il faut savoir que dans les certificats de décès, c'est un biais énorme de se servir des certificats de décès parce que les données de comorbidité sont très mal renseignées, d'autant plus que quand il y a un décès à domicile ou à l'hôpital quand on ne connaît pas le patient, parce qu'il décède qu'on n'a pas le dossier ou X ou Y raison, en fait, ils ont implémenté tous les plaintes de décès dès qu'il y avait une mention Covid dans le certificat de décès. C'est-à-dire que dès qu'il y avait écrit Covid, ils ont dit c'est un mort du Covid. Alors que c'est pas la réalité. Et dans Santé publique France aussi, il y a une chose à comprendre, c'est que il y a 45% des décès, et c'est écrit noir sur blanc, qui sont mention Covid sans précision. Donc ça veut dire qu'il y a 45% des 100 000 qui sont des décès avec mention Covid sans précision. Donc je vous laisse en conclure tout ça. Donc ça c'est sur la mortalité du Covid. Souvent je le mets en contrebalancement d'une chose dont on vous parle très peu. Et moi j'incite beaucoup les gens à se questionner sur leur santé individuelle et collective. Alors je vais vous poser une question mais vous avez déjà la réponse. Le tabac c'est 16 millions de fumeurs en France. Et c'est 80 000 décès par an en France, et c'est des gens jeunes qui ont 40, 45 ans, 50 ans, qui meurent d'AVC ou d'infarctus, et vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure. La vraie question, c'est comment on peut aider les soignants pour les soulager, et réellement, si les gens qui fument, et c'est pas pour les stigmatiser, c'est juste pour qu'ils reprennent conscience de la dépendance qu'ils vivent à travers ce genre de consommation. Si demain on a 16 millions de fumeurs qui diminuent juste de moitié leur consommation ou qu'il y a 8 millions de fumeurs qui arrêtent, alors on peut dire c'est de l'utopie, mais moi je crois que c'est réellement réalisable quand les gens prendront réellement conscience de ça. En moins de 6 mois, on peut diminuer la mortalité cardiovasculaire. Il y a des études aux États-Unis qui montrent que c'est très très rapide la diminution de la mortalité cardiovasculaire et qu'en 6 mois on diminue le nombre d'AVC et d'infarctus. Et depuis tout ce mouvement, il y a beaucoup de gens qui critiquent Big Pharma, mais si vous voulez, si vous avez une santé individuelle meilleure, et ben en fait vous allez être moins malade et vous allez moins consommer par exemple d'antibiotiques, vous allez moins consommer de chimiothérapie, vous allez moins consommer de scanners et vous allez aller moins à l'hôpital, vous allez être moins hospitalisé et vous allez être moins en réanimation. Et donc ça c'est vraiment un challenge sociétal majeur. Et moi j'aime beaucoup, c'est ça la vraie santé publique, c'est pas ce qu'on vous vend depuis des mois comme étant pour sauver la société. On voit que ça fait tout l'inverse, que ça divise, que ça sabre l'emploi. Et moi j'ai vraiment cette intention de donner aux populations cette souveraineté dans leur santé, qui reprennent leur liberté. Et après on peut décliner sur le tabac, l'alcool, la sédentarité, la malbouffe. Quand on prend ces 4 facteurs, en France c'est 250 000 décès par an. Et je pense qu'il n'y a personne qui ne connaît pas quelqu'un autour de lui qui est mort d'un cancer du poumon, qui est mort d'un cancer d'autre chose, qui est mort d'un AVC ou d'un infarctus, qui a eu une insuffisance cardiaque grave, qui a été paralysé pendant des années suite à ces, on va dire, ces comportements de santé qui sont inconscients et que on vous parle peu dans la presse, dans les médias. Et moi j'aimerais que demain, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai parlé en septembre 2020 de ces changements de comportement à travers les placardages sur les masques. Moi j'aimerais que demain les gens, sans qu'ils soient dans la culpabilité ou dans l'incitation ou dans la contrainte par exemple en augmentant le prix des paquets de tabac, que les gens ils se disent ben oui c'est le meilleur moment pour prendre soin de notre santé. Et je vais même vous dire, vu que je vais vous parler des vaccins après, vu que les vaccins on voit clairement que ça augmente le risque de thrombose, mais peut-être que les gens qui sont vaccinés ils ont peut-être encore plus intérêt à prendre soin de leur santé que les autres, mais je pense que ça doit être un effort collectif. Ta cigarette. Voilà pour la santé publique. Essaye de reculer, s'il te plaît. Et après pour vous parler des effets indésirables graves des vaccins, de la Covid bien sûr.
ou du Covid, parce que j'aime pas trop ce féminin, mais bon. Je vais vous dire 2-3 chiffres, parce que c'est bien d'être un peu précis, parce que déjà les médias ne vous le disent nulle part. Il y a une dame, notamment Karine Lacombe, qui vous dit que les vaccins sont très bien tolérés. Elle fait des très belles vidéos sur Femmes Actuelles, ce qui à mon sens n'est pas du tout la place d'un médecin. Et alors, voilà, donc j'ai relu les rapports de, donc c'est les données des effets indésirables graves et des décès après vaccination. Ils sont sur un site public qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament. C'est la ANSM. Donc vous pouvez trouver le site. Après, une des problématiques, c'est qu'en fait, les rapports de chaque vaccin sont extrêmement disséminés sur plusieurs semaines et sont très peu visibles ou très mal visibles. Je pense que s'ils avaient voulu faire un site internet aussi mal foutu, ils n'auraient pas pu faire mieux. Moi j'ai commencé à regarder les rapports de l'ANSM depuis le 16 janvier, date à laquelle il y a eu le premier décès. Il faut savoir que, vous le savez très bien, ces vaccins ils sont en phase expérimentale, ils sont en phase 1, 2, 3. Et je vous ai parlé de mon expérience en centre d'investigation clinique. Et bien en fait, quand il y a des patients en phase 2 et qu'il y a un décès, déjà en général, enfin c'est la règle, hein, en phase 2, on inclut des petits effectifs de patients qui sont jeunes, en général moins de 50 ans, et qui sont en très bonne santé, et qui n'ont pas de pathologie active. Donc on les check au départ, on leur fait un bilan sanguin, un ECG, si c'est nécessaire un scanner, un IRM, pour être sûr qu'ils n'ont aucune pathologie. Et en phase 2, on étudie ce qu'on appelle l'innocuité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le médicament vienne aggraver votre santé. Et si, notamment, il y a un seul décès, on arrête l'essai clinique. Vous pouvez regarder en janvier 2016, il y a eu un essai clinique sur un antalgique avec un tropisme cérébral, il y a eu un décès par mort encéphalique, ils ont arrêté, c'était le 16 janvier, le 17 janvier, l'essai clinique était arrêté. Et là, depuis le 16 janvier 2021, vous voyez la date est assez marrante parce que c'est 5 ans après, il y avait le premier décès lié au vaccin et depuis ils n'ont pas arrêté de continuer. À ce jour, répertorié en tout cas de manière publique sur l'Agence nationale de sécurité du médicament, il y a 959 décès confondus pour les 4 vaccins. En détail, c'est 761 décès chez Pfizer, 151 chez AstraZeneca, 44 chez Moderna et 3 chez Janssen. Alors la répartition des chiffres, elle est surtout liée au fait que Pfizer, c'est 80% des injections en France. Et on a mis la loupe énormément avec les médias sur AstraZeneca au début pour on va dire, détourner le regard. Mais il faut être bien au courant que Pfizer, c'est 80% des injections. AstraZeneca, c'est 10%, Moderna, c'est 10%, et Janssen, c'est 1%. Oui, monsieur. Vous avez raison, le tabac ça fait 80 000 morts. Voilà. Et donc on est à peu près à 55 000 effets indésirables, toutes marques confondues, et on est à 14 250 effets indésirables graves sur les rapports de la NSM, donc c'est pas 10, c'est pas 1000, c'est 14 250 effets indésirables graves. Et quand on parle d'effets indésirables graves, moi je dis c'est des handicaps gravissimes. C'est des gens qui ont des AVC, qui ont des embolies pulmonaires, qui ont des infarctus, qui ont des insuffisances cardiaques, qui ont des chocs anaphylactiques. Alors les chocs anaphylactiques, pour ceux qui ne savent pas, c'est des allergies graves, où on perd connaissance, voire on peut décéder quand on a un choc anaphylactique. C'est des syndromes de détresse respiratoire aiguë, c'est-à-dire qu'on a les 2 poumons qui ne fonctionnent plus du tout et on va en réanimation. C'est des centaines d'admissions en réanimation, et c'est notamment les 959 décès. Ce qu'il faut comprendre aussi, et ça c'est pas du tout dit, c'est-à-dire que tous les rapports de la NSM concluent au fait qu'il n'y a pas d'imputabilité réelle reconnue aujourd'hui. Alors ils utilisent tous les subterfuges de mots possibles et imaginables pour dire que les décès ne sont pas liés au vaccin. Possiblement, effectivement, vu qu'ils ont commencé à injecter des populations âgées et malades, ce qui n'est pas du tout ce qui est recommandé en phase 2, comme je viens de vous l'expliquer, possiblement il y a des personnes âgées qui avaient des maladies qui sont peut-être décédées de
de leur comorbidité. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les vaccins ne sont pas venus aggraver leur état clinique? Et après, si vous voulez, là on est descendu dans les classes d'âge de plus en plus tous les jours, et on est en train de toucher du dur. Donc il y a eu 3 rapports sur les femmes enceintes vaccinées. J'avais relu en détail le 2e rapport, j'ai pas eu le temps samedi dernier de relire le 3e rapport, enfin je l'ai lu très rapidement. Mais en tout cas dans le 2e rapport sur les femmes enceintes vaccinées, déjà ils ont eu l'intelligence de vacciner 75% de femmes et 25% d'hommes. Et puis les femmes qu'ils ont vaccinées, bien sûr, ils leur ont jamais fait de test de grossesse avant de les vacciner. Et surtout, ils leur ont bien sûr dit que c'était très bien toléré. Et je ne sais pas si vous savez, mais jusqu'à maintenant, on avait toujours dit, et c'est écrit noir sur blanc par exemple, moi j'ai fait une publication sur Facebook et sur Twitter un jour, c'est que, notamment par exemple pour le ROR, mais pour tous les autres vaccins, il y avait une contre-indication de vacciner les femmes enceintes. Et même jusqu'à 1 mois après la grossesse. Et là, ils sont mis à vacciner des centaines, des milliers de femmes. Ils sont incapables de dire le nombre de femmes enceintes qui sont vaccinées aujourd'hui. Et il y a des fausses couches, on ne sait pas combien. Très certainement, je pense qu'il y a plein de femmes qui ont eu des fausses couches après vaccination, mais qui dans la souffrance et entre guillemets dans la banalisation de la fausse couche du premier trimestre, sans antécédents de 25 à 30 ans, avec des embolies pulmonaires gravissimes, hein, avec les 2 artères pulmonaires qui sont bouchées par des caillots. Les artères pulmonaires, c'est ce qui permet d'oxygéner le sang, et quand elles sont bouchées encore plus, on peut décéder. Et dans le 3e rapport sur les femmes enceintes vaccinées de la NSM, il y a eu le premier décès d'une femme enceinte vaccinée. Certes, elle était obèse et elle a du diabète, c'est mentionné dans le rapport, mais là encore, on peut se demander si le vaccin n'a pas aggravé son état. Donc tout ça, ça concourt à se dire qu'il faut avoir la plus grande prudence. Moi, depuis le mois de mars, avril, je demande l'activation d'une chose très simple qui s'appelle l'activation du principe de précaution, et que l'on stoppe tous ces médicaments, que la NSM et les centres de pharmacovigilance aient le temps de répertorier tous les décès après vaccination. C'est très simple en plus, il suffit de matcher les bases de l'assurance maladie, puisqu'on a tous les gens qui sont vaccinés, ils sont répertoriés dans les bases de l'assurance maladie, et on a des bases de décès, que ce soit sur l'INSEE ou sur les bases de données de santé nationale. Donc on pourrait très bien savoir combien il y a eu de décès après vaccination, sans en conclure que c'est forcément le vaccin, mais au moins on pourra aller étudier les dossiers. Et dans le dernier rapport, attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, ça c'est pour vous donner juste une idée des cas graves, parce qu'on nous a dit c'est que des gens qui ont déjà des maladies et c'est pas du tout lié au vaccin. Donc ça c'est le rapport de Pfizer de samedi dernier. Donc il y avait sur Pfizer donc les 761 décès dont je vous ai parlé. Il y avait par exemple 8689 cas graves chez Pfizer. Et on a la grande chance, parce que ça fait des mois que j'avais tweeté aussi à la NSM, pour qu'on ait le détail par classe d'âge. Et chez les 12-15 ans, donc chez les 12-15 ans, on a 4 cas graves. Chez les 16-18 ans, on a 24 cas graves. Chez les 19-24 ans, on a 196 cas graves. Et chez les 25-29 ans, on a 157 cas graves. Donc moi, je pose la question à nos gouverneurs, à nos responsables de ministères, d'ARS, de centres de vaccination. Regardez ces chiffres avec honnêteté. Posez-vous la question si tous ces jeunes adolescents et enfants et jeunes hommes et femmes adultes méritent de courir le moindre risque. Alors, les rapports publics consistent toujours à dire, à parler de bénéfices-risques. Moi, je pense que le risque lié à la vaccination est 1000 fois supérieur au risque du Covid. Vous voyez, on vit tous très bien sans masque, de plus en plus. Quand j'ai pris le ferry, il y avait quasiment plus personne qui avait le masque dans le ferry. Et nos gouverneurs sont, pour moi, des réels menteurs. Les médias classiques qui me décrédibilisent dès qu'ils viennent dans des assemblées publiques où je prends la parole sont aussi des menteurs et jouent encore la désinformation.
et ils participent au fait qu'on fait courir le risque de maladies ou d'handicaps gravissimes ou de décès après vaccination. Et vous voyez, on m'a gentiment fait voir ce monument aux morts où il y a une maman avec un enfant. Et moi, j'attends réellement déjà que vous réinformiez le plus possible autour de vous pour que les parents et les enfants et les adolescents soient au courant des risques gravissimes, je pèse mes mots, avec ces vaccins. Moi, j'appelle ça clairement des criminels. Et j'attends réellement aussi qu'un jour, les policiers, les gendarmes et les militaires s'activent, s'automissionnent pour aller arrêter ces criminels, parce que c'est des criminels, et que aussi les parquets, parce que les parquets et les juges et les procureurs peuvent s'autosaisir pour faire l'analyse des cas. Je vais finir juste sur un témoignage que j'ai pu recueillir, qui est sur ma page Facebook. Vous pourrez aller voir tout ce que j'ai publié. Vous tapez Denis Agré. C'est un petit bonhomme avec un surf. Donc il n'apparaît pas toujours en premier, il faut aller chercher dans publication ou dans personne. Et j'ai interviewé une maman la semaine dernière qui est à Narbonne. Et le 4 juillet, son fils de 18 ans, cette maman elle est institutrice. Elle s'est passée une caron, c'est public puisqu'on l'a fait à partir de son Facebook Live et elle a eu un grand courage d'en témoigner. Le 4 juillet, elle a amené son fils à la vaccination, bien sûr totalement inconsciente des risques qu'elle pouvait lui faire courir. C'est sur Facebook et Twitter, la vidéo. Non, après c'est peut-être relayé sur Twitter, mais elle est sur Facebook. Et donc le 4 juillet, son enfant de 18 ans a eu une dose de Pfizer. Le 8 juillet, il était en réanimation avec une myocardite grave, avec une troponine, c'est un marqueur cardiaque qui témoigne de la souffrance myocardique qui était extrêmement élevée, des chiffres qu'on ne voit jamais dans la médecine, 25 000 de troponine, et aussi un marqueur d'insuffisance cardiaque qui était élevé. Donc ce jeune homme de 18 ans, qui en plus était un sportif sa maman témoigne dans la vidéo qu'il a fait plus de 10 ans de football et qui n'a jamais eu de problème cardiaque, eh bien il a eu une atteinte myocardique, donc c'est le cœur, hein, c'est le muscle du cœur, le myocarde, avec une inflammation qui vraiment a nécessité des soins. Et bon, aujourd'hui, une fois tant mieux, il va mieux, mais déjà les médecins ont extrêmement bien fait leur travail. Il y a eu une IRM cardiaque qui est l'examen de référence pour diagnostiquer les myocardites et les péricardites. Et ils ont un compte-rendu médical extrêmement étoffé. Bien sûr, cet enfant a eu une sérologie au Covid qui était négative. Et les collègues ont conclu au fait que l'imputabilité est très forte en lien avec le vaccin. Et il faut savoir que clairement, il y a des jeunes qui n'ont pas de pathologie, qui n'ont pas de comorbidité et qui, après vaccin, vont finir en réanimation. J'ai des témoignages, j'ai pas tous les détails, donc je ne peux pas en parler. Et je pense que réellement, il y en a qui vont aussi décéder à des âges jeunes. Donc parlez autour de vous, dès que vous voyez des jeunes, des moins jeunes, des femmes enceintes, allez leur dire. Et merci, moi je dis une chose, vous êtes les réinformateurs, vous êtes les missionnaires, et que, quelle que soit la forme que vous pouvez y trouver pour redonner l'information. Il y a aussi une page Facebook, groupe de soutien Denis Agré, vous l'avez sur ma page, où j'ai fait 2 PDF, un sur les femmes enceintes, où c'est des copies d'écran de la NSM, vous pouvez le retrouver, l'imprimer, et c'est une synthèse, parce que sur la NSM, je vous ai mis les liens, mais il faut des heures quand on ne connaît pas les rapports pour retrouver les données, et il y a un rapport PDF aussi du 22 juin, donc ça date un peu, sur les femmes graves et les décès après vaccination. Voilà. Après, j'ai envie de vous demander, ceux qui ont envie de venir là, déjà vous êtes tous rééloignés, donc si vous voulez vous rapprocher, ça vous a fait peur, hein. Et ça fait déjà 3 soirs que je fais ça d'affilée, parce que j'ai fait ça il y a 4 soirs au Théâtre d'Avignon. J'ai pris la place de Francis Lalanne pour rigoler sur une scène. Et c'était vraiment très émouvant, parce qu'il y avait 50 personnes et c'était super chouette.
et hier soir à Île-Rousse aussi. Et j'ai envie de vous questionner individuellement et que vous ayez juste le courage de venir ici. Si vous avez des peurs en ce moment, et quelles sont-elles? Venez, s'il vous plaît, madame. Et peut-être, dites-moi, pourquoi vous avez votre masque? Non mais, enfin bon. C'est toxique, madame. Je vous passe le mot. Prends le micro et vous parlez de là. Un deuxième, ouais. Test one. Votre prénom? Isabelle, je m'appelle. Voilà. Je suis comme dans l'inconnu la plus complète par rapport à cette maladie. Et informé, désinformé, et qu'on a beaucoup de mal à se faire une idée dessus. Bon, j'ai mon idée, mais est-ce que c'est la bonne, je ne sais pas. Pour l'instant, je préfère suivre les recommandations, mais je ne suis pas sûre. Je pense plutôt sur effectivement tout ce que vous dites sur la désinformation. Okay. Ouais. Et du coup, votre peur, là, vous avez parlé, c'est quoi? Ah, mais c'est l'exclusion, elle est déjà là, l'exclusion. Hein. Pas le droit d'aller à une conférence, pas le droit d'aller au cinéma. Les gens, déjà, les discussions avec les personnes qui sont vaccinées peuvent être assez hard, donc on évite. La ségrégation. Et là, est-ce que vous vous sentez exclu, du coup? Ça commence, oui. Maintenant, là, maintenant. Est-ce que vous vous sentez exclu? Pas du tout. Et vous voyez? Non, pas du tout. Donc ça peut-être, ça va vous rassurer. Et tous les soirs, on en parle, et vous verrez, ça s'appelle l'instant présent, et dans l'instant présent, des fois, on peut beaucoup se rassurer. La question, je ne sais pas si vous, enfin, certainement vous avez suivi ou touché aussi, c'est comment on transforme la peur en courage. Mais pour ça, il faut avoir identifié sa peur. Et vous voyez, la peur n'est pas par rapport à la maladie, parce que je pense qu'elle n'est pas grave. Je pense que tous les chiffres qu'on nous donne ne sont pas bons. Et qu'elle n'a pas une mortalité, pas beaucoup plus qu'une bonne grippe. Mais l'exclusion et les problèmes sociaux que ça entraîne, ça me fait très 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 peur. Vous étiez au courant des effets indésirables graves des vaccins? Oui, déjà. Oui. Et Vous êtes une grande complotiste, merci. Qui a des peurs à exprimer? C'est difficile en public comme ça, en plus sur une place publique, mais je vous écoute. Monsieur, venez. Venez. Parce que vous voyez, rien que ça, c'est une peur. Et vous allez la dépasser. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, mettez-le bien. Moi, je viens de craindre. Voilà, pour moi, je ne gêne pas. Désolé, désolé, je vais essayer de parler fort pour tout le monde. Voilà, moi je vous suis depuis peu, mais je tiens à dire que votre discours au niveau de la santé, comme vous dites, on n'a pas discuté à un médecin, on a le droit de s'opposer, on a le droit de dire moi je ne suis pas d'accord avec vous, vous êtes des scientifiques. Moi dans le discours, je vous suis à peu près de partout. Des chiffres donnés des institutions qui sont quand même sérieuses, reconnues par l'État. Simplement, je donne un exemple, la dame quand elle a parlé, vous avez dit le masque n'est pas nécessaire. Moi je pense que le discours qu'on devrait tous avoir ce soir, c'est dire la liberté vaccinale, chacun est libre de son corps. Le masque, si madame vous le souhaitez... Mais on est d'accord, monsieur. Voilà, oui, mais voilà. C'est pas nécessaire. Peut-être que des fois... C'est la liberté de tout le monde, mais c'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais pour madame, elle exprime le besoin de porter un masque. Vous êtes allé lui faire la bise. Mais bien sûr. Elle n'a pas refusé. Elle n'a pas refusé. Je dis juste, par rapport au masque, je dis juste que chacun doit être libre de porter le masque ou pas. Et que pour moi, le discours qu'on doit tous tenir, qui réunit aussi bien les plus précaires que les plus riches, s'ils souhaitent mener ce combat, les gens de chaque extrême, là on n'est pas là pour porter un discours politique, on est là pour juste la liberté vaccinale. Parce que c'est de dire mon corps, j'en fais ce que je veux. Voilà. Mais pour ça, monsieur, il faut être librement informé. Et vous voyez bien que la liberté d'expression, et on a la chance aujourd'hui de parler dans un espace public, mais la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, elle est bafouée d'une manière gigantesque. L'accès aux médias, quand on dit mainstream, moi, depuis 6 mois, il n'y a pas une seule chaîne publique, même pas Sud Radio, il n'y a que François qui m'a interviewé 1 ou 2 fois.
tous les autres ne m'ont jamais interviewé. J'ai eu droit à 2 fois être sollicité pour TPMP, mais vraiment c'était pas un endroit où j'avais envie de parler. Et mais parmi les libertés, je pense qu'il y a une liberté fondamentale, c'est d'avoir l'information complète. Et aujourd'hui, sur les vaccins, on l'a pas, mais c'est aussi sur les masques. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens mettez un masque ou pas, ou vaccinez-vous ou pas, mais qu'on leur donne la vraie information. Et je vais vous parler du masque vite fait. Le masque chirurgical, pour moi, en tant que médecin, ça a une indication médicale. Et quand vous allez sur le site de l'OMS, le masque chirurgical, ça sert à protéger à l'expiration. C'est quand vous expirez les postillons, pour pas que vous crachiez en gros dans le ventre que vous êtes en train d'opérer, parce que qu'est-ce que vous avez dans la bouche? On a des millions de bactéries, et que si vous postillonnez dans un ventre ouvert ou dans un thorax ouvert, ou même quand moi je suturais des plaies ouvertes, et bien le risque c'est qu'en postillonnant on mette des bactéries dans les plaies ou dans le ventre, et que le lendemain en suturant, on est à 37 degrés, c'est comme une boîte de pétri, en 24 heures, 48 heures, vous faites l'infection généralisée, la septicémie. Donc l'indication du port du masque chirurgical, elle est celle-ci, et aucunement elle protège à l'inspiration, et aucunement en plus, un virus ça a une taille de l'ordre du nanomètre, c'est 10-9, et le filtre, et c'est écrit sur l'OMS, le filtre du masque chirurgical c'est de l'ordre du micromètre, c'est 10-6. Donc on a un filet qui est 1000 fois plus grand que la taille du virus, et c'est un peu comme si on voulait attraper un banc de sardines avec un filet de football, pour vous donner une image simple. Et ça aussi, aujourd'hui, dans les médias, personne ne vous le dit comme ça. Il y a un médecin qui s'appelle Éric Doridan, qui est un chirurgien, notamment, qui est à Boulogne-sur-Mer, et qui a été aussi mis en... parce qu'on a des conseils départementaux qui sont adorables, et aussi des conseils nationaux, qui portent plainte contre nous pour des choses qui sont complètement hallucinantes. Et peut-être qu'à travers les réseaux sociaux, au début on a eu des mots qui n'étaient pas comme vous prenez sur la liberté, et qu'on avait des discours plus tranchés, parce qu'on avait notre point de vue. Mais la moindre des choses, c'est de respecter notre parole. Et je ne vois pas de quelle manière on nous accuserait gratuitement, alors qu'on est... Et moi je dis tout le temps, et moi je dis maintenant, je suis un réinformateur, je suis un lanceur d'alerte. On verra demain ce que la justice sera capable de faire. Mais on est en train de... Moi réellement, hier encore dans le bateau, il y a un papa qui m'a dit « Mais pourquoi vous faites ça ?» Moi dans mon métier d'urgentiste, j'ai passé 15 ans à faire en sorte que les gens ne s'aggravent pas dans la maladie, voire qu'ils ne décèdent pas. Et on est là pour protéger la vie. On est là pour la vie. Et moi je suis là pour protéger les enfants, les adultes, les femmes enceintes. Et ça c'est mon rôle de médecin. C'est mon métier de médecin, et je l'ai fait pendant des années. Et en fait, ce que je fais depuis 6 mois, depuis qu'on m'a viré du boulot, et ben, je continue à le faire, et gratuitement, parce que je suis pas rémunéré, je suis au chômage, j'ai la chance d'avoir du chômage. Et vous voyez, je suis venu ici, il y a un élan d'amour et de solidarité qui est gigantesque. Il y a 10 jours, j'ai lancé avec Alain, Geneviève, Isabelle, Laurence, Coca qui est là aussi. Enfin, plein de gens qui, en quelques jours, sont mobilisés pour me permettre d'être accueilli, d'avoir de l'audience, et pour vous donner la parole. Et je suis ravi d'être là. Voilà, merci. Merci. Moi, par rapport à ce que vous dites, voilà, comme vous dites, moi, pour ma part, on a besoin de personnes comme vous, comme le professeur Raoult. Peut-être que vous vous trompez, mais moi ce que je souhaite le plus profond de moi, c'est qu'il y ait toujours ce dialogue, et que surtout, j'aime pas, désolé, et que surtout le choix, je dirais, on se le fasse nous, en vous écoutant, en écoutant vos détracteurs. Voilà, vous parlez d'un élan d'amour, c'est normal, vous êtes là, on a plus confiance en ce qu'on dit, parce que voilà, on voit comme vous dites, des professeurs de renom, qui ont été complètement, je dirais, écartés. Il y a des choses qui nous interpellent. Mais moi, je répète, quelque chose d'essentiel pour moi, si ce mouvement doit être, pour moi, pour qu'il perdure, il ne faut pas
je veux dire, on s'écarte de la seule chose qui peut réunir tout le monde, aussi bien les vaccinés. Parce que les vaccinés, c'est de dire chacun est libre de faire. Voilà. Ce que vous dites, c'est pour. Juste ouais, mais ce monsieur qui vous a interpellé, vous avez très bien répondu quand il a dit 5 000 morts du Covid. Vous avez dit que le tabac et tout, là-dessus on vous suit. Ouais, il passe comme ça, voilà. C'est pas enfin, c'est pas une discussion. Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que il faudrait que, moi je sais pas ce qui se passera à la rentrée en septembre, en octobre, qu'ils aient la moindre de l'honnêteté, les médias, qui m'invitent à TF1, à France 2, à TMC, à Sud Radio, qu'on puisse débattre. Voilà. Mais madame, après, moi j'essaye de pas trop. Mais le débat contradictoire, il est indispensable et c'est ce que vous dites. Voilà. Donc merci. Voilà. Et attention, quand vous parlez de C8, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez vraiment être audible, quel que soit le média qui vous parle, vous devez, pour moi, tenir le discours. C'est-à-dire quand vous dites les personnes qui regardent C8, moi je suis agent administratif, j'avoue que je suis père d'un enfant, j'avoue que parfois il m'arrive de regarder C8. J'ai rien dit sur C8, je connais même pas, enfin je regarde pas, mais. Des gens comme vous, voilà, moi je regarde. Ouais, mais chacun regarde ce qu'il veut après. Si vous instaurez la division, au contraire, allez chercher tout le monde. Et quand vous parlez, ayez ce discours scientifique en disant voilà. Mais monsieur, c'est pas moi qui cherche la division, je pense que c'est beaucoup plus des Martin Blachier qui disent on est en guerre contre les anti-vax. Et je vous le redis, je ne suis pas un anti-vax. Moi, je suis là pour donner et je ne fais que mettre en lumière les chiffres de Santé publique France et de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Pour moi, intellectuellement, je me dis je suis un miroir pour eux. Je suis un miroir pour eux. Voilà. Merci monsieur, merci. Bravo monsieur, merci. Merci. Et, voilà. Et bravo aux organisateurs, juste pas de discours politique. Voilà. C'est un conseil. Parce que moi, par exemple, je m'écarterai dès que j'entends pendant les manifestations Macron démission. À quoi ça sert que je dise Macron, je le déteste? On ne peut pas empêcher certaines personnes. Non, mais pas du tout. Ce que je dis juste, c'est que les lanceurs d'alerte, ce monsieur, quand même, a expliqué sa situation professionnelle, il est plus audible. Seulement, en donnant des clichés ou en donnant des divisions, on ne sera plus audible. Il faut vraiment que ce discours reste plus ensemble. Moi, je me permets parce qu'on est content là. Alors, madame, bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous avez des peurs? Alors, bonsoir à tous, je me présente, je suis Laurentin et administratrice du groupe La Corse en colère. Je voulais m'exprimer en réponse à messieurs par rapport au masque. Alors, pardon, je n'ai pas de peur du tout. Je n'ai pas de peur et d'ailleurs je pense que c'est ce qui me maintient en santé depuis ma naissance. J'ose le dire parce que c'est la vérité. Donc je ne suis pas quelqu'un qui porte le masque du tout, mais vraiment du tout. Je dois l'avoir mis un quart d'heure, une dizaine de fois depuis le début pour aller à Géant Casino quand je vais acheter mon papier toilette. Et encore, je l'enlève après le garde, je le mets là, et là j'entends dans le micro, toutes les personnes sont priées de mettre le masque en haut et en bas, et là je souffle en me disant, on m'a grillé à la caméra. Bon bref, c'était la petite blague. Pour en revenir au masque, voilà pourquoi je ne mets pas le masque, parce que je suis quelqu'un qui accorde une importance capitale à l'air que je respire, tout simplement, mais vraiment. C'est-à-dire que je perds plus de temps dans ma vie à me prendre la tête et à me disputer avec les véhicules ultra polluants qui m'envoient de la fumée noire malgré moi en voiture. Je les déteste, je pense que je pourrais les tuer. Je n'ai pas à dire ça, je suis désolée, je le pense quand même. Le fait est que quand je porte ce masque, comme quand je suis confinée quelque part, je n'apprécie pas du tout d'être trop près physiquement des gens parce que j'ai besoin d'air, voilà. Ce masque m'empêche de respirer, mais c'est pas tant le problème, c'est surtout que c'est un masque qui est composé d'un tas de produits chimiques, je dirais, très douteux, parce que pour moi, des masques qui doivent coûter 0,004 centimes à la production en Chine, on ne va pas me dire de respirer ça de près. Déjà qu'il y a des soucis avec les avis, parce que le système épithélial absorbe les composants chimiques, même après des lessives. Je suis quelqu'un qui consomme bio, local, je fais attention à tout. Donc non, je ne vais pas mettre un masque toxique sous prétexte d'un virus, parce que le virus, si je dois l'attraper, je l'attraperai. Ce sont mes immunités, j'ai toujours fait comme ça dans la vie, je ne me suis jamais protégée
des virus dans l'air, je n'ai jamais attrapé le rhume du voisin, du frère, du neveu, du petit copain. Moi, je ne les attrape pas parce que je ne m'inquiète pas. Juste en soignant de façon globale ma santé à travers l'alimentation. Je suis une grande sportive. J'ai juste un peu de bon sens. En fait, j'écoute mon corps et mon mental. Ça fait 25 ans que je pèse le même poids. Je n'ai jamais fait de régime. Je suis dans le sport et la nutrition. Et ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de vraiment faire prendre conscience aux gens qu'ils ont une conscience physique et mentale qui vont leur donner toutes les réponses. Quand on a des peurs, quand on a un stress envers quoi que ce soit, le corps parle. On a soit le chakra de la gorge qui se bloque, qui n'a pas connu ça, n'est-ce pas? Soit c'est dans le ventre, soit on a des maux de tête. Les gens souffrent de ce genre de douleurs, ils ne savent jamais d'où ça vient, ils ont des allergies qui tombent du néant comme ça. Un tas de problèmes, de l'asthme, tout ce que vous voulez. Parce que je pense qu'ils ne sont pas à l'écoute de leur corps, parce qu'en tant qu'individu, on est tous uniques. De même qu'on a une ADN unique, je ne vois pas comment on pourrait tous répondre de la même façon à un traitement ou à quoi que ce soit. On doit absolument s'écouter de façon individuelle. Et j'incite vraiment les gens à prendre conscience de ça. Le corps humain est d'une intelligence fantastique. On a vraiment toutes les solutions en nous. Voilà, j'invite les gens à reprendre confiance en eux et en leur machine humaine. Voilà. Monsieur, présentez-vous. Oui, je suis Richard, je suis retraité, je suis un ancien commercial de champagne, de vin et de bonnes choses. Très bien. Champagne Ruinard. Bon, là, en fait, je ne parlais pas de ma peur particulière, ni de mon cas particulier. C'est votre téléphone. Je n'ai pas de peur particulière. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que je fréquente des amis avec qui nous faisons de la danse, par exemple, et des danses, le tango, et j'ai des amis, nous sommes dans le groupe une trentaine, et nous ne sommes que deux à ne pas être vaccinés. Et nous sommes considérés un petit peu comme des parias. Et j'ai des amis de longue date qui me disent « moi je ne danse qu'avec les gens qui sont vaccinés ». Alors il y a des regards, des inquiétudes, enfin il y a une rupture qui se fait jour dans la société, aussi bien et même dans les familles. Et ça, ils en ont parlé au Sénat l'autre jour. Et curieusement, c'est le seul qui a parlé à peu près correctement, c'est un sénateur de droite, c'est un sénateur de la Côte d'Or, qui disait que les nouvelles mesures sanitaires amenaient une fracture profonde et grave dans la société française. Et j'étais sidéré aussi d'entendre sur le terrain politique que le Parti Socialiste, enfin les sénateurs socialistes, prenaient pour le vaccin obligatoire, c'est-à-dire qu'ils vont encore plus loin que les mesures sanitaires du gouvernement. C'est un peu comme des dictateurs qui disent bon, on va vacciner tout le monde, parce que comme ça il n'y aura pas de fracture et tout le monde sera uni, tout le monde va se unir. C'est un discours qui m'a vraiment stupéfait. Vous avez raison. Il y a eu aussi une prise de parole du maire de Villeneuve-Loubet, le 14 juillet, et si vous avez vu, qui disait effectivement qu'il n'allait pas mettre les vaccinés d'un côté et les non-vaccinés de l'autre. Voilà. Que c'était pas constitutionnel. Je crains qu'à l'avenir, la société ne se radicalise par cette ligne de vaccinés et de non-vaccinés, et qu'on en arrive même à des actes, des situations de violence, puisque j'ai même des amis sur les réseaux sociaux qui ont traité j'ai filmé une vidéo l'autre jour du défilé, nous étions 400 personnes, elle dit qu'est-ce que c'est, bande d'assassins, pas de masque, c'est une honte, enfin là c'était quand même révélateur d'un état d'esprit. Alors qu'ils aillent dans les soirées, et nous sommes vraiment stigmatisés et même criminalisés. Voilà, et là, je pense qu'il peut y avoir des situations graves à l'avenir. Je continue à savoir que on se souvient qu'au tout début des premiers vaccins, il y avait 65% de la population française qui était contre les vaccins. Pourquoi? Parce qu'il y avait tous des discours contradictoires, on a entendu des choses aussi bien sur les plateaux télé par les politiques ou par les médecins, on entendait tout et son contraire. On a stigmatisé le professeur Raoult qui proposait timidement son remède bon marché qui était relatif, qui avait l'air efficace. Mais bon, il a eu le tort d'avoir les cheveux très longs et avoir l'air d'un barde gaulois. Il a eu le tort d'être marseillais. Il a eu le tort de prôner un médicament qui était bon marché.
contre les grands laboratoires qui voulaient à toute force imposer leur protocole. Ça, c'est une parenthèse. Ce qui fait qu'il y a une grande méfiance à ce moment-là de la population. Et résultat des sondages, c'était vraiment les 2 tiers de la population qui étaient contre ces vaccins. Après, il y a eu toutes les prises de position de l'oracle de l'Élysée qui ont apeuré la population et les gens de plus en plus, avec une comptabilité, rappelez-vous, c'était une comptabilité morbide et macabre des morts chaque jour. On nous parlait des morts et des morts, des dizaines de morts. Après, on parlait de l'Italie, on parlait de l'Allemagne, après qui on était toujours à la remorque. Enfin, c'était le lot quotidien des médias. Maintenant, on ne parle plus de morts, on parle de quelques cas, et quand on regarde les chiffres de la mortalité, bon. Enfin, je fais un raccourci parce qu'on ne va pas refaire toute l'histoire. Enfin, moi j'étais aussi outré par j'écoutais mettons des radios comme France Inter, que des radios qui avaient l'air progressistes, des France Info, j'écouais la 5 à la télé, j'ai vu que tous ces journalistes avaient complètement viré de discours, c'était venu des organes gouvernementaux. Alors là, maintenant je ne mets même plus les informations, même la presse c'est pareil, on ne sait plus. Alors là, pour faire court, il se passe que nous étions quasiment sortis de la crise, semble-t-il, à la fin du printemps, début de l'été. On dit il n'y a plus de crise, on va vers du mieux, on ne va plus confiner, en fait tout le monde est ravi. Et voilà qu'apparaît le variant Delta. Alors là, on se dit, bon, il est 4 fois plus contagieux. Alors, en fait, je me suis renseigné, effectivement, il est 4 fois plus contagieux, mais il est aussi beaucoup moins dangereux, semble-t-il, dans ses effets. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, c'est ce qui se dit. Enfin, toujours est-il qu'il y a ce variant contre lequel les vaccins sont impuissants. Ce matin, à la radio, je vois... C'est pour ça qu'il faut continuer à vacciner tout le monde. Il y a le président du conseil scientifique Delprécy qui nous annonce pour cet hiver encore un nouveau variant et qui nous dit qu'il faudra rester très prudent et garder les mesures sanitaires avec les passes et toutes les contraintes jusqu'à fin 2021 et peut-être fin 2022. Alors jusqu'à la Saint-Glinglin, on va avoir des vaccins, des variants, des rappels et comme des... Alors, celui qui voudra vivre à peu près normalement, il va être obligé je me vaccine si je veux aller voir ma famille, si je veux voyager, si je veux... Et moi, le cas s'est produit, on m'a invité, une belle invitation pour une croisière en Croatie, je n'avais rien à payer, et la mort dans l'âme, j'ai dû refuser parce que je n'étais pas vacciné. Bon, ça c'est... Enfin voilà, tout ça pour faire... Je voulais vous poser la question et savoir qu'est-ce que vous pensez des variants et quel est, en projetant, qu'est-ce qui peut est-ce que sans plaisir d'avenir, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et sur l'évolution médicale et sanitaire de tout ça, quoi, pour rester sur un terrain un peu plus général. Si vous voulez. Bon alors, sur les variants, moi je ne suis pas spécialiste des virus, moi je réponds avec des choses très simples, c'est-à-dire que là, vous voyez, si on séquence l'ADN de tous les êtres humains, on va avoir en France 67 millions de variants, parce qu'on a tous un ADN différent. On a un ADN constitutif qui est plutôt similaire, mais on a tous des différences. Et si on se met à séquencer tous les virus comme on n'a jamais fait, on n'a jamais séquencé des virus comme ça, et du coup, à chaque fois que les médias ont envie de vous sortir un nouveau variant, ils n'ont qu'à vous sortir une nouvelle séquence et ils vous disent voilà. Donc c'est encore de la biologie. La biologie, clairement, on voit bien que, je ne sais pas quel mot il faut dire, mais clairement elle nous ment aussi. Je veux dire, les tests PCR, on a bien compris que c'était suramplifié. Là, on vous dit qu'il y a des variants. Les sérologies, pour les gens qui voudraient faire des sérologies, on a l'impression qu'elles sortent toutes négatives, et Martine Vonner l'a décrié. Donc voilà pour les variants. Mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, et sur l'évolution, c'est que, c'est une guerre psychologique qu'on nous fait vivre. Tout ce qu'on vit, c'est nourri par la peur. Et c'est pour ça que je questionne les gens sur les peurs, et qu'en fait, si on dépasse nos peurs, eh ben, vous voyez par exemple prendre le ferry et venir en Corse sans souci, on peut se rassembler, vous voyez, et il n'y a personne qui nous a embêtés. Alors ce qui est assez marrant, je vais vous dire, c'est que je pense que les peurs sont en train de s'inverser. C'est que, les cas gravissimes, et il y a un article dans Var ou dans Nice Matin qui est très beau, où notamment le parquet s'est auto-saisi parce qu'il y a eu 3 décès après vaccination et qu'ils sont en train d'instruire dans les tribunaux et aussi faire des autopsies de gens qui ont été vaccinés. Donc à un moment la vérité elle va sortir. Et la guerre psychologique elle est chronique
Et je vous disais, la peur elle est en train de s'inverser. C'était assez marrant. Hier, je suis arrivé à 13 h à Île-Rousse. Les personnes qui avaient organisé le rassemblement, c'était dans un parc près de Île-Rousse. Et c'était vers 17 h. Et à 16 h, il y a des gens des renseignements territoriaux, enfin des renseignements généraux, qui ont appelé pour ça, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent à la Réunion. Bon, on était une cinquantaine, on les a pas trop effrayés. Je pense que tous les jours, j'essaye de les rassurer, parce que je sais qu'ils m'écoutent. Moi déjà, au mois de mars, j'ai fait une manifestation à Alès, et celle qui avait organisé la manifestation, tout de suite, les renseignements généraux ont appelé pour savoir qui était ce médecin, machin. Donc je pense qu'ils commencent vraiment à très très bien me connaître, et ils savent que je suis pas quelqu'un de violent. Je pousse pas les gens à être dans la violence, bien au contraire. Et moi je vais vous donner juste des éléments mentaux, psychologiques, de réflexion. Le président, il vous a dit on est en guerre. Moi je vous dis on est en paix. Et plus vous serez en paix, et plus vous serez apaisé, plus ça nous fera gagner une certaine forme de guerre. En tout cas, on gagnera des batailles. Et une des manières, sur les réseaux sociaux, moi j'essaye de plus propager de vidéos où il y a des messages de peur. Dès qu'il y a des messages de peur ou d'anxiété dans les vidéos, poubelle. Et y compris les messages du gouvernement. C'est-à-dire que moi, tout ce qui a trait à la presse publique, je n'en parle pas. Je ne cite même pas le gouverneur, je ne cite même pas leur nom. Comme ça, au moins, on vit tranquillement. Et on fait comme si on n'était pas au courant. Et moi, ça me va très bien d'être comme ça. Et après, si on apaise nos colères ou nos tristesses ou nos peurs, eh bien, on peut être en paix. Et petit à petit, la paix, elle va envahir la société, réellement. Et ça, c'est ça qui va nous permettre de gagner. À Montpellier, le 17 juillet, on a fait une manif, on n'était pas loin de 15 000. Et ça s'est passé, mais d'une manière vraiment très calme. Et dans la très bonne ambiance, il y avait une dizaine de policiers qui ont été adorables, mais vraiment. Et moi, je suis allé leur serrer la main à la fin, et ils se sont laissés faire. Le 14 juillet, devant la préfecture, j'ai fait la bise à 2 policiers. Au mois de mars, à Alès, j'ai dansé avec 2 policières. Donc moi, je suis vraiment très conscient que les policiers et les gendarmes, ils ont compris qu'on les prenait pour des cons. Et clairement, on prend, et nos gouverneurs et nos médias publics prennent les gens pour des cons. J'ai pas honte de le dire. Et je vous assure que là où ils vont risquer pour eux, parce que moi aujourd'hui je me sens en sécurité, je me sens en paix, mais les présidents des conseils départementaux de l'ordre des médecins, les chefs de service par exemple de gynécologie ou de pédiatrie qui se positionnent pas et qui vont pas lire les rapports de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, les présidents de CME, c'est la commission médicale d'établissement qui sont représentants du corps médical au niveau des centres hospitaliers des CHU, tout cela, quand ils vont avoir un mort d'un enfant ou d'une personne jeune sans antécédent et que les parents ou la famille vont porter plainte contre eux, c'est eux qui vont aller répondre dans la justice. Et c'est eux qui vont risquer la prison pour homicide volontaire ou involontaire, la justice le qualifiera bien comme il voudra, ou pour mise en danger de la vie d'autrui, ou pour empoisonnement. Moi je ne suis pas juge, mais je peux vous dire qu'en ce moment, et la 4e vague, pour distordre, parce que ça c'est une distorsion de l'information, c'est qu'ils sont en train de vous dire que la 4e vague, et vous allez voir, ils vont vous dire c'est les nouveaux variants machin, les nouveaux variants bidule, mais en fait c'est pas une histoire de variants, c'est une histoire de fins indésirables graves et de décès après vaccination qui est en train d'arriver. Moi j'ai plein de témoignages qui tombent tous les jours, et ça va à un moment, je sais pas quand, ça va augmenter. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a de la mortalité, mais ce qui est plus important en nombre, et c'est pour ça que c'est pas si visible, parce qu'on n'a pas de base qui publie le nombre d'handicaps, le nombre d'AVC, c'est-à-dire qu'on a des blessés civils de guerre, des blessés de guerre. Et ceux-là, ils vont porter plainte, et les familles aussi. Je veux dire, imaginez votre mari, il a 50 ans, il s'est fait vacciner comme ça parce que il ne savait pas. Vous êtes la femme, il y a 2 enfants à la maison. Le mari, 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois après la vaccination, il a un AVC.
mais je pense qu'il y a des gens qui vont aller saisir des avocats et qui vont aller porter plainte auprès du procureur, et les procureurs sont dans l'obligation légale d'instruire ça. Voilà. Une question, concernant les traitements, moi je pense pas. Entrez dans le gouvernement, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Ils sont vaccinés, j'en ai Prenez le rond-point, il est là. Moi j'ai une maman, pour son fils de 18 ans, elle a porté plainte. Après chacun fera ce qu'il doit. Il y a des gens qui sont dans la culpabilité, il y a des gens qui n'ont pas envie de se servir des tribunaux, mais la vérité elle sortira, elle est en train de sortir tous les jours. Oh, mais tant mieux, Moi, tant je mieux. veux vous dire merci. Tu veux dire un mot? Juste une question simple.